Monsieur, bonsoir. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux pour débattre et délibérer par l'intelligence collective au profit de notre pays, le Burkina Faso. Du reste, c'est ça la philosophie des ateliers Praxis de Free Afrique. Des ateliers Praxis bien particuliers pour ce mois. Nous sommes en pleine Covid-19. Ce soir, nous allons débattre d'une problématique très centrale qui est celle de savoir comment aujourd'hui au Burkina Faso faire nation face aux problèmes multidimensionnels qui se posent à notre pays, à savoir l'insécurité terroriste, sanitaire et socio-économique. Et pour débattre, Free Afrique a bien voulu donner la parole à deux élus, des élus locaux, pour faire décentrement du regard. Il s'agit des maires de la commune de Kantchari, M. Fidel Ouba, et M. Aziz Diallo, qui est maire de la commune de Dori. Avec eux, nous allons essayer de savoir quelle est aujourd'hui l'évolution de la situation sécuritaire dans leurs communes respectives et est-ce que aussi cette pandémie de la Covid-19 a eu des conséquences chez eux, et nous allons bien sûr avoir le regard des chercheurs de Free Afrique sur ces situations que le Burkina traverse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va. Donc nous allons commencer par M. Fidel Ouba. Vous êtes le maire de la commune de Kantchari, c'est dans l'est du Burkina Faso, une région qui est malheureusement à la une des médias du fait de ce qui se passe en termes d'insécurité, mais qui de mieux placé que vous pour nous en dire quelle est l'évolution actuelle dans votre zone. Merci à Free Afrique de nous avoir permis de nous retrouver ici ce soir pour échanger sur les problèmes du moment. C'est vrai que quand on parle de Dori, certainement que les gens connaissent mieux Dori que Kantchari, parce que Kantchari étant une commune, je dirais rurale, qui se trouve à 375 km de la capitale Ouagadougou, à l'est du Burkina et à la frontière avec le Niger. Alors, c'est une petite commune d'environ 3520 km² avec environ 85 000 habitants. Et elle comprend 30 villages. Alors, comme vous l'avez su bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, on parle de la région de l'Est partout. Donc, ça y est, en tout cas, dans tous les débats, on parle de la question sécuritaire dans la région de l'Est. Et ce qui fait que dire que la situation sécuritaire dans la région de l'Est est bonne, nous dirons non. Alors, dans ma commune précisément également, ça devient de plus en plus compliqué et les choses ne font que se compliquer davantage. Et nous, la région de l'Est a connu ses premières attaques terroristes en 2018. Chez nous, il faut dire qu'au départ, c'était d'abord la province de la Koumandjari qui était attaquée. Par la suite, ces attaques sont déportées du côté de Matiakwali, qui est une commune de la province de Gourma. Alors, petit à petit, toutes les provinces ont été, j'allais dire, touchées par ces attaques terroristes. Et aujourd'hui, il n'y a plus une seule province, la région de l'Est, qui n'est pas touchée sur les 5. Et je dirais même que quelques rares communes sur les 27 n'ont pas été attaquées. Et les communes qui sont le plus souvent attaquées dans la région sont essentiellement celles de la province de la Kompienga, Madjouari, Kompienga, Pama. Et je pense que les gens se souviennent encore de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Kompiembiga. Nous avons également la commune de Fada, avec tout ce qui se passe autour de Tanwalbougou, et de Nachabouani et autres. Nous avons Matiakwali. On se rappelle encore de l'événement de Bungu. Donc, Bungu étant une mine, donc la mine de Bungu étant dans la commune de Patiaga. Donc, je pense que ça a été vraiment une situation que le pays a traversée très difficilement, avec l'attaque terroriste qui a eu lieu en novembre 2019. Et nous avons les autres attaques perpétrées dans les autres communes,
tantôt 3, 4, 5 personnes, des écoles fermées, donc des infrastructures, donc réalisation d'infrastructures socio-économiques arrêtées parce que les sites ne sont pas accessibles par les entreprises. Donc toutes ces questions sont là aujourd'hui. Beaucoup de personnes, donc je dirais beaucoup de jeunes, ont été enrôlés et tout cela a certainement des causes. Alors ces causes, elles sont certainement lointaines parce que pour nous, quand on regarde, on se dit que si la pénétration de ces terroristes dans notre région a été aussi très facile, c'est parce que les régions touchées, les parties touchées ont été pendant longtemps oubliées, délaissées par le pouvoir central. Alors, vous convenez avec moi qu'il est plus facile d'enrôler quelqu'un qui est désœuvré, qui n'a rien à faire, que quelqu'un qui a de quoi faire. Donc, c'est des endroits où les gens n'ont pas senti pendant longtemps la présence même de l'État. Vous avez des villages où il n'y a même pas de présence. Et la seule présence qu'on a parfois, c'est une école primaire. Une école primaire, pour les premières années, vous avez un drapeau qui flotte dans la cour de l'école. Mais lorsqu'il y a, à la suite des intempéries et autres, ce drapeau prend un coup et quelquefois, plus rien pour marquer l'appartenance à un État. Et parfois, vous voyez des populations qui sont obligées de traverser la frontière, aller de l'autre côté du pays, pour des questions, j'allais dire, pour des besoins élémentaires, notamment des questions de santé, parce qu'ils sont très loin des centres de santé. Donc tout cela a certainement contribué à cette pénétration facile des terroristes, donc l'enrôlement de tous ces jeunes qui sont restés longtemps sans rien à faire. Donc le manque d'emploi. Ce tableau et cette situation que vous dépeignez avec toutes ces causes sont déjà connus. Aujourd'hui, il y a cette maladie, la Covid-19. Est-ce qu'elle a eu une certaine incidence sur le vécu déjà triste dans votre région? Oui, alors, il faut dire que nous rendons grâce à Dieu parce que dans notre région, nous n'avons pas connu de cas de Covid. Malheureusement, pour des questions, parce que là, on a senti les populations à un moment donné se sont posées des questions, parce que elles se sont demandées si cette maladie, cette pandémie, cette crise sanitaire qui est arrivée à un moment donné n'avait pas pris le dessus sur la question sécuritaire. Parce que les gens n'ont pas senti pendant la crise de la Covid-19, au temps fort de cette crise, on n'a pas senti cet accompagnement au niveau sécuritaire. Donc tout le monde avait l'esprit tourné plutôt vers comment trouver les solutions pour lutter contre cette maladie. Et du coup, la question sécuritaire a été reléguée au second plan. Donc, pour dire qu'on n'a pas connu de Covid, mais nous avions vécu, je dirais, plus que Covid. Parce que chez nous, nous n'ayons pas enregistré de morts du fait de la Covid. Mais vous avez été oublié. On a été oublié et on a enregistré des morts. Par contre, pour ce qui est de la Covid-19, au niveau national, je pense que nous sommes toujours encore autour d'une cinquantaine de morts suite à cette maladie. Donc, pour dire que la survenue de la Covid-19 n'a fait que empirer chez nous la situation. Donc, on s'est senti en tout cas oublié à un moment donné. Comment, avant de passer la parole au maire de Dori, comment quelqu'un qui se retrouve dans cette partie du Burkina qui n'était pas déjà assez intégré dans le projet étatique, comment est-ce qu'il vit sa situation quand le terrorisme arrive et qu'en plus la Covid vient reléguer cette question d'insécurité au second plan? Comment est-ce que les citoyens dans cette zone du Burkina se sentent? Oui, je pense que j'ai déjà dit ça, parce que les gens se sont sentis oubliés. Parce que pour nous, parce que nous sommes avec les populations qui parlent tous les jours, qui se plaignent auprès de nous, parce qu'on s'est dit, bon, c'est vous qui êtes le maire, c'est vous qui êtes le premier responsable de la commune,
vous devez pouvoir trouver les solutions à nos problèmes. Donc, Covid est là, ça se gère au niveau central. On a senti tout un ensemble, un élan de patriotisme dans la lutte contre la Covid-19, ce qui nous a fait vivre des questions. Voilà, nous avons vécu le coronaton, on a vu tout le monde mobilisé, les gouvernants, les gouvernés, on a vu l'exécutif tout comme les élus nationaux dans l'Assemblée nationale. Nous avons vu les religions, donc les églises, les mosquées ont été fermées à un moment donné et les traditionnels, tout le monde est rentré. Vraiment, je dirais qu'à ce niveau, pour lutter contre la Covid-19, tout le monde s'est senti concerné par ça. Et on a vu tout ce que les gens ont fait comme apport, aussi bien matériel et financier. Même au niveau de la diaspora, les gens ont contribué. Chose que je salue en passant, parce que les gens se sont sentis, en tout cas toujours burkinabés, et ont voulu contribuer pour apporter quelque chose et œuvrer à ce que la maladie en tout cas ne crée pas de drame comme ce qui s'est passé ailleurs dans le monde entier. Mais pour ce qui est de l'insécurité, pour nous qui vivons ça tous les jours, qui peinons par moments, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maires à travers le Burkina. C'est les maires qui vivent dans les zones d'insécurité qui ne peuvent plus rester chez eux. Voilà. Ils sont des cibles. Ils sont des cibles. Il y a des conseillers des villages, des CVD, qui sont là pour le développement de ces villages, sont obligés de quitter. Alors, donc le souhait de ces populations, c'est de voir tout ce monde, aussi bien la diaspora, les populations, donc toute la population du Burkina Faso, se mobiliser ensemble comme ce qui s'est passé pour la Covid-19 pour qu'on puisse lutter contre l'insécurité dans notre pays. Bien, cela est bien compris, M. Ouba. Nous allons nous tourner vers M. Aziz Diallo. Aziz Diallo, vous êtes le maire de la commune de Dori, mais aussi vous articulez entre le niveau local et le niveau national, puisque vous êtes aussi député à l'Assemblée nationale. Déjà, comment vous pouvez présenter la situation dans votre commune et en l'élargissant bien sûr à l'ensemble de la région du Sahel? Bonsoir, merci à Free Afrique de nous donner l'opportunité d'échanger sur ces thématiques qui sont tellement importantes. C'est difficile de parler de la question sécuritaire dans la commune sans parler de la question sécuritaire dans la région, parce que tout est interconnecté. Il n'y a pas de frontière entre les communes. Et qu'il s'agisse du point de vue économique, qu'il s'agisse du point de vue social, du point de vue sécuritaire, il n'y a aucune frontière. Dori est la capitale de la région du Sahel. Dori joue un rôle très important, surtout au point de vue économique au niveau de la région. Donc, bon, on peut dire quelque part, comparativement à d'autres communes et d'autres provinces de la région, qu'on a été un peu épargné sur les questions sécuritaires, mais ça c'est seulement par rapport aux attaques physiques en tant que telles. Mais nous avons subi de plein fouet l'impact économique de la situation sécuritaire dans la région. Nous sommes dans une région où plus de 80%, au-delà des statistiques nationales, plus de 80 à 85% dépendent de l'économie et de l'élevage. Et l'économie de l'élevage, c'est un cercle. Si ça ne va pas au marché à bétail de Djibo, ça ne peut pas aller au marché à bétail de Dori. Si ça ne va pas au marché à bétail de Déou, ça ne peut pas aller au marché. Ça a un impact au niveau de Dori. À Terra, surtout aussi du côté du Mali. Parce que le commerce bétail, c'est tout un ensemble. Une seule commune, un seul marché ne peut pas bien se porter si ailleurs, qui sont les sources d'approvisionnement, s'il y a des difficultés là-bas. Donc du jour au lendemain, vous avez beaucoup d'éleveurs qui n'arrivaient plus à fournir le marché à bétail de Dori. Et donc ça aussi, c'est un impact sur l'abattoir frigorifique. Donc tout ce qui concerne l'économie de l'élevage a été touché. Et ça s'est fait graduellement, on peut dire sur les 3-4 dernières années, parce qu'avant même que nous subissions l'insécurité dans notre pays, le Mali avait déjà des problèmes. Donc déjà, à ce moment, on ressentait l'impact au point de vue de l'économie de l'élevage. Donc c'est un peu l'impact, surtout cet impact-là. On a quand même eu des attaques terroristes au niveau de la commune. On a eu à perdre beaucoup de personnes, beaucoup de populations civiles comme des militaires.
Je m'incline respectueusement devant leur mémoire. Et on peut dire quand même que ces dernières semaines, nous constatons au niveau de la commune et pour ne pas dire à peu près de la province, il y a une amélioration de la question sécuritaire. On sent quand même que nos forces de défense et de sécurité dans certaines zones ont pu prendre un peu le dessus. Il y a eu l'amélioration du maillage sécuritaire au niveau de la zone. La commune de Dori a 78 villages, il y a 8 secteurs urbains et 78 villages. Il y a un mois, on avait près de 21 villages où presque tout ce qu'il y avait comme élus local ou représentants d'une autorité quelconque, que ce soit les conseillers municipaux ou les présidents de conseils villageois de développement ou même les imams, avaient tous fui pour venir se réfugier à Dori. Mais ces dernières semaines, nous sentons une amélioration et certains ont commencé à repartir. Mais ça, c'est vraiment au niveau de la commune, parce que nous avons aussi un lot important de déplacés. Je ne parle même pas des réfugiés maliens, parce que dans la commune, nous avons le camp de Goudoubo qui accueille beaucoup de réfugiés maliens, mais même les déplacés qui viennent des autres provinces de la région. Nous avons un bon lot de déplacés qui viennent de la commune de Gorgadji, la commune d'Arbinda et ailleurs dans l'Oudalan et dans le Sou. C'est beaucoup de déplacés qui sont installés à Dori. Et le nombre, au fur et à mesure qu'il y avait des attaques dans leur zone, ils se déplaçaient, ils venaient. Et puis le premier recours, le premier refuge au niveau de la région, c'était la ville de Dori. Donc il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup d'investissements. Et bon, malheureusement, on a encore des provinces voisines. Quand vous prenez la province du Yaga, où la situation sécuritaire est toujours très difficile, il y a des efforts de l'État, il y a des efforts des forces de défense et de sécurité, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons pris le dessus sur les terroristes. Il faut être objectif là-dessus, c'est pas vouloir faire un procès d'intention à qui que ce soit. Et aussi dans certaines zones de l'Oudalan où il y avait parfois des améliorations, on a l'impression que c'est sporadique. Parce que jusqu'à présent, on a quand même on voit encore des groupes terroristes à la lisière entre les communes de Gorom et de Dori, qui se promènent, qui commettent des attaques, surtout la route entre Dori et Gorom, qui enlèvent des véhicules, qui mènent des attaques. Et encore un peu plus à l'intérieur de la commune de Gorom, dans les zones de Korizena, et ainsi de suite. Il y a des améliorations, mais la situation n'est pas stable. N'est pas stable pour permettre à la vie de reprendre son cours normal. Et l'impact économique aussi, je n'ai pas de chiffres, mais des spécialistes vous diront que voilà, c'est incroyable ce qu'il y a eu comme impact, surtout économique, l'impact économique. Les commerçants ne pouvaient plus se déplacer, ils ne pouvaient plus approvisionner. C'est les commerçants de Dori qui avaient l'habitude d'approvisionner parfois le commerce, les marchés à Gorom ou à Seba ou ailleurs, n'avaient plus la latitude de se déplacer. Pendant un bon bout de temps, tout ce qu'il y avait comme commerce entre Dori et Gorgadji et Arbinda était complètement coupé. Parce que Arbinda, c'était plus facile d'y accéder de Dori, plutôt que, même si c'est dans la province du Soum, plutôt que en passant par le Soum, par Dibo. Donc on a vu ça ces derniers temps, on a vu ça ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et bon, on espère que ce qu'on constate ces dernières semaines va aller crescendo pour que la situation sécuritaire s'améliore davantage, parce que les populations ne demandent que ça. Les commerçants ne demandent pas qu'on les escorte à chaque fois qu'ils ont un petit camion ou qu'ils veulent aller vendre du tourteau ou que ce soit dans les autres communes. Ils demandent seulement que la situation s'améliore et eux-mêmes ils prennent leurs responsabilités. Vous avez parlé des populations déplacées qui se sont venues déjà agresser à des réfugiés qui étaient là, un flux qui ne fait qu'augmenter. Comment est-ce que la gestion se passe justement au moment de la Covid-19 où, comme le maire de Kantcharé le disait, il y a eu l'impression d'avoir été oublié? D'abord, on rend grâce à Dieu. Au niveau de la commune, nous n'avons pas eu de cas de Covid-19. Mais quand ce virus est venu, on dit, mais ce fichu virus-là, il n'aurait pas pu trouver ailleurs où aller. Il ne pense pas qu'on a déjà assez de problèmes. Bon, il fallait quand même, le truc c'est qu'on n'a pas eu de cas, mais il fallait prendre des mesures. Et on a senti l'impact. Et aussi, toutes les mesures qui ont été prises au niveau national ou au niveau régional, sur les questions, surtout sur les questions économiques, n'ont fait qu'empirer une situation qui était déjà chaotique. Donc, même si on n'a pas eu de malades du virus, Dieu merci, au niveau de la commune,
Nous avions des cas dans la région, donc il fallait prendre des mesures. Il fallait prendre des mesures. Quand on a procédé à la fermeture des marchés, ça déstabilisait complètement l'économie de la zone. Du jour au lendemain, un grand marché comme le marché de Dori, vous le fermez, vous fermez le marché à bétail de Dori. Bon, c'est difficile d'imaginer un scénario. Bon, ça aurait pu être pire. Si on avait des cas, des malades, ainsi de suite, ça aurait pu être pire. Mais point de vue économique, c'est dit que si vous faites un peu votre plan de contingence, ça c'est probablement le scénario économiquement, c'est la dernière des choses. Fermer le marché central de Dori et fermer le marché à bétail de Dori et fermer l'abattoir de... Il ne vous reste plus rien, quoi. Vous vous demandez maintenant, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Donc, l'impact économique de la Covid, des spécialistes pourront vous sortir des chiffres. Mais nous, on a dû prendre des mesures. Les maigres ressources qu'on avait, déjà, il y avait déjà une baisse forte de nos capacités de mobilisation de ressources propres à cause de la question sécuritaire que j'évoquais tout à l'heure. Mais en plus de cela, maintenant avec ces fermetures, bon, c'est-à-dire que les petites ressources que nous avions, on était obligé de regarder un peu de plus près les questions par rapport à la santé, les investissements dans le domaine de la santé, parce qu'il fallait anticiper. Il fallait anticiper parce que du jour au lendemain, on aurait pu avoir des cas. Et si un cas se présente dans un CSPS au niveau de la commune, il fallait quand même pouvoir réagir. Donc au niveau de la commune, on a dû mobiliser des ressources à notre niveau. L'État central aussi a mobilisé, les services déconcentrés, les acteurs. Il a fallu mobiliser tout le monde, mais pour se préparer au Covid. Parce que les gels hydroalcooliques et les masques, ça sert pour le Covid, mais ça ne sert pas pour les déplacés qui n'ont pas de la nourriture à manger. Donc il fallait conjuguer ces deux éléments-là. Les besoins sur les questions de santé qui deviennent encore beaucoup plus accentuées à cause de la crise du Covid et les autres problèmes humanitaires auxquels vous faisiez face traditionnellement, on peut dire, dans un contexte déjà de rareté de ressources. Est-ce que là, si nous comprenons bien, il n'y a pas une sorte de concertation entre le niveau central, le niveau Ouagadougou, et vous qui êtes dans des communes en proie à ce type de difficultés-là pour trouver une solution qui soit adaptée à vos contextes? Oui, il faut le dire. On a remarqué quelque chose avec Covid, comme un peu le maire de Kantchari l'a dit tout à l'heure, qu'on n'a pas vu avec la question sécuritaire. On a commencé à activer toutes sortes de comités pour qu'au niveau régional, qu'il y ait des plans de riposte, ainsi de suite. Mais moi, je me souviens d'un échange que j'ai eu avec un service déconcentré quand ils ont voulu faire des études par rapport à l'impact du Covid. J'ai dit, mais on a fermé des marchés à bétail à cause de la sécurité dans la région. Vous n'avez jamais fait d'enquête, vous n'êtes jamais venu nous voir, même au niveau du budget de nos collectivités, pour nous demander quel est l'impact de l'insécurité sur nos budgets. Pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il y a un virus que vous voulez maintenant. J'ai dit, mais nous, on souffre plus de l'insécurité que du Covid. Donc moi, ça c'est vraiment personnel. Moi, j'ai refusé de participer à ces enquêtes parce que je dis, pour moi, bon, c'est un manque de respect, quoi. C'est un manque de respect. Sortez les chiffres. Vous voyez ce que les communes étaient en mesure de mobiliser en termes de ressources propres il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ce manque à gagner est venu d'où? De nulle part. Regardez les pourcentages de transfert de ressources de l'État vers les collectivités. Bon, c'est vrai qu'on a tous vu qu'il fallait augmenter les dépenses sur les questions sécuritaires. Mais la sécurité, ce n'est pas que les armes et les militaires et les équipements. Il faut aussi se soucier des questions de développement. Parce que l'impact de l'insécurité dans un secteur où vous n'avez pas de ressources pour investir sur les services sociaux, les services clés, notamment les questions d'eau, les questions d'agriculture, les questions de santé, mais vous ne faites qu'empirer la question sécuritaire. Mais malheureusement, on n'a pas senti cela. On n'a pas senti l'accompagnement qu'on devrait attendre de l'État central. Avant peut-être de demander l'avis des chercheurs, vous êtes dans une région qui a bénéficié quand même d'un programme qui s'appelle le programme d'urgence Sahel. Oui, moi je félicite toujours le gouvernement d'avoir initié le programme d'urgence pour le Sahel, pour les efforts qui ont été consentis dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Mais concrètement, ce programme d'urgence nous a laissé quand même un goût d'inachevé
Au début, quand on a annoncé le programme d'urgence pour le Sahel, l'opinion, même nationale et internationale, pensait que c'était de l'argent frais qu'on allait venir pour investir. Il y a eu de l'argent frais, nous félicitons l'État pour les efforts, nous félicitons les partenaires aussi qui ont accompagné, mais ce n'était pas à la hauteur de nos attentes. Si vous regardez un peu, vous faites le bilan de ce qu'il y a eu comme infrastructure, comme investissement dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel, on s'attendait à plus que ça. On nous a annoncé 400 et quelques milliards. Quand on nous a dit 400 milliards, le petit maire que je suis rentré à la maison, j'ai bu mon lait frais, j'ai bien dormi, j'ai dit, mais voilà. Et j'ai même eu à dire à un moment donné dans une émission, mais 400 milliards, mais si vous amenez 400 milliards, c'est que vous allez noyer le Sahel. Le Sahel n'a même pas besoin de 400 milliards pour se développer. Mais voilà, bon, on a eu des projets d'infrastructure qui ont été réalisés grâce au PUS et au PADEL. Par exemple, nous avons une nouvelle gare routière à Dori qui a été réquisitionnée maintenant dans le cadre du Covid, donc qui n'est même pas encore opérationnelle, donc on ne sent pas encore l'impact. Mais il y a eu des investissements, ça il faut le reconnaître. Le programme d'urgence a réalisé des investissements au niveau de la commune. Nous avons aussi notre centre médical urbain qui a bénéficié vraiment de beaucoup d'investissements pour améliorer la qualité du secteur sanitaire. Heureusement que nous l'avons fait, parce que si jamais la question sanitaire devait être vraiment accrue au niveau de la commune, heureusement qu'on avait ces investissements au niveau du centre médical urbain, parce que ça a permis de réduire beaucoup la pression qu'il y avait sur le centre hospitalier régional. Donc ça, c'était quand même un bon investissement. Mais quand je regarde ce qui s'est passé dans les autres communes, il y a eu beaucoup de difficultés. La mobilisation des ressources a été difficile. La réalisation des projets, même dans certaines zones, a été très difficile pour des questions sécuritaires. Il y a des entreprises qui demandaient au gouvernement des garanties sécuritaires pour y aller. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a des entreprises qu'on avait envoyées pour aller faire des travaux de voirie qui ont été prises en otage. On a volé leur véhicule, il y en a qui ont été attaqués et ainsi de suite. Donc la question sécuritaire même a rendu extrêmement difficile la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Et je sais, pour les échanges que nous avons, parce que la région du Sahel, c'est 26 communes. Et pour avoir eu des échanges avec d'autres maires de la région, bon, on s'est dit tout vraiment qu'il aurait peut-être fallu plus d'efforts au niveau sécurité pour permettre que ces projets de développement puissent être mis en œuvre. Parce que même encore au jour d'aujourd'hui, malgré ces réalisations, il y a quand même beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu faire avec déjà même les ressources qu'on a pu mobiliser. Donc, c'est un programme qui était très bien conçu. C'était une réponse qui était nécessaire parce que nous, quand on a vu le programme d'urgence pour le Sahel, on a dit, ben voilà, on se rappelle du Sahel. L'État central se rappelle du Sahel parce que je suis convaincu, c'est mon point de vue personnel, ce n'est pas la position officielle de la mairie de Dori, que ce que nous subissons aujourd'hui dans la région, ce n'est rien d'autre qu'une conséquence de tous les échecs, de tout ce qu'il y a eu comme projet de développement dans notre pays ces 20 dernières années. On n'en serait pas là aujourd'hui. Si tous ces documents qui sont bien écrits sur papier, avec de beaux chiffres, avaient été proprement réalisés dans la région du Sahel, aujourd'hui, on n'allait pas subir ce qu'on est en train de subir. J'en suis convaincu. Sans être un spécialiste ou un chercheur, je suis sûr. C'est parce que pendant des années, c'est une zone qui a été délaissée. C'est une zone potentiellement qui est très riche. Très riche, je ne veux même pas commencer à citer ce que nous avons comme ressources dans la zone là-bas. Mais qu'est-ce que ces richesses-là ont eu comme impact sur la vie des populations? Zéro, hein? Monsieur Diallo, vous nous tendez bien la perche pour faire le bond nécessaire et nous retrouver avec Monsieur Rassabouga Ouedraogo. Nous avons écouté deux maires de communes qui vivent le drame, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler au quotidien, qui sont avec les populations, qui ont aussi, je dirais, plus que du ressentiment, parce que c'est aussi de la vérité. Vous êtes chercheur, vous avez, avec vos équipes, travaillé sur toute cette période, la Covid-19, sur la question sécuritaire, vous vous êtes attablé depuis le début des premières attaques. Quelle analyse vous faites de tout cela quand on articule insécurité au Burkina Faso et réponse aux mobilisations par rapport à la Covid-19? Merci. Je voudrais, pour le propos préliminaire, dire ce que nous voyons comme une sorte d'analyse de l'évolution de la situation sécuritaire depuis 5 ans dans notre pays. Et puis peut-être dire pourquoi, de notre point de vue, qu'est-ce qui explique ça. Et puis je finirai troisièmement par quelques éléments pour expliquer comment on peut y faire face. Mais avant, je veux dire que Free Afrique
considère que la situation extrêmement difficile actuelle, qui n'est pas une situation d'une crise, nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes dans une superposition de crises. On le dit depuis longtemps, bien avant même la Covid, nous sommes dans une crise qui est évidemment sécuritaire, qui a commencé maintenant depuis 5 ans au moins, depuis le 4 avril 2015. Le premier enlèvement, attaque terroriste, c'est le 4 avril 2015. Donc, qui est une crise terroriste, mais aussi une crise sécuritaire qui n'est pas seulement terroriste. Et ça, c'est une évolution extrêmement grave, qui est peut-être une crise communautaire, avec des tensions communautaires extrêmement graves, qui sont le deuxième visage de cette superposition de crises, et qui débouche aussi sur une crise socio-économique. Et ça, c'est majeur. On a fait un travail, il y a quelques mois, qu'on a publié à la fin du mois de décembre, sur l'impact économique du terrorisme, de l'insécurité dans le G5, dans plusieurs pays, dans les 5 pays du G5. Et on a vu que dans un pays comme le nôtre, c'était très bien ce que le maire de Dori disait tout à l'heure, la capacité de mobilisation des communes a fondu de façon très importante. Dans certaines communes, elle n'est même plus existante, puisque les équipes communales ne sont même plus en place du fait de l'insécurité. Prenez la commune de Combri, qui est à côté de Ouadouguia, le maire n'est même plus résident. Elle a connu plusieurs attaques en série, de sorte qu'on ne peut même plus parler de capacité d'action de la municipalité. Il y a des secteurs stratégiques qui sont affectés, comme le commerce, mais on l'oublie souvent pour ces populations rurales, comme l'élevage et l'agriculture d'abord. Et ça, c'est extrêmement grave aujourd'hui parce qu'effectivement, nous évoluons vers une massification de ces conséquences socio-économiques qui vont être très graves. Donc, c'est une autre forme de cette crise. Je ne parle pas des secteurs comme le tourisme, des secteurs comme tous les secteurs quasiment ont été affectés. Même les BTP, même les secteurs desquels on attend une action de développement pour essayer de contrer cette avancée. Aujourd'hui, on a une forme d'incapacité à construire ces infrastructures requises dans les zones où cela est demandé. Donc, je veux rappeler cette superposition de crises et dire que, et bien entendu, la Covid qui vient se superposer à tout cela, avec cette crise sanitaire, dont la sévérité au plan sanitaire a été très contenue chez nous. Il faut vraiment remarquer cela et saluer les actions qui ont été faites, mais reconnaître que ce n'est pas lié à des politiques publiques, qu'on n'a pas été aussi affecté. C'est lié à des choses qu'on ne sait pas encore. Les chercheurs nous le diront demain sans doute, mais on ne sait pas encore pourquoi l'Afrique a été beaucoup plus résiliente que d'autres parties du monde. Mais en tout cas, on est très content de cela parce que, encore une fois, comme l'a dit le député maire de Dori, on n'avait pas besoin vraiment de cette crise. Donc dans cette superposition de crise, nous considérons que les personnes qui se coltinent la difficulté au quotidien doivent avoir la parole pour alimenter le débat public de leur perception, de leurs difficultés, les difficultés de la nation. Et c'est pour ça qu'on a pensé qu'il était extrêmement important que les élus locaux, les maires, qui, à notre entendement, sont parmi ceux qui souffrent le plus avec les populations dans le quotidien, aient la parole. Et c'est pour ça je suis très content d'avoir entendu les propos du maire de Kantchari et du maire de Dori, deux communes de taille différente dans les deux régions épicentres de l'insécurité, le Sahel et la région de l'Est. Ça justifie notre choix. Donc, à partir de cette situation de superposition de crise, si on veut faire une sorte de flashback pour dire, depuis 5 ans, comment ça évolue l'insécurité ? La première chose pour nous, c'est de considérer que la fréquence des attaques terroristes a explosé. Si vous m'aviez demandé en 2017, j'aurais dit en 2017, on a en gros une attaque terroriste chaque 2 jours. Vous me le demandez en 2019, fin 2019, je vous dis, au rythme où on a une moyenne d'une attaque par jour dans le pays. Aujourd'hui, je ne calcule même plus. Donc, c'est vous dire. Donc, la fréquence a augmenté, l'intensité a augmenté. Quand vous prenez décembre 2016 avec l'attaque de Nassumbu, où il y a 12 soldats qui sont tués, nous, on n'a jamais vu ça dans l'histoire militaire de notre pays. Vous avez compris ce qui s'est passé depuis. Quand vous prenez ce qui s'est passé en janvier 2019 à Yirgou, vous avez vu ce qui s'est passé en termes de plusieurs dizaines de personnes tuées. Et ça continue encore récemment à l'Est. Donc l'intensité, la sévérité de ces attaques en termes d'impact, en nombre de blessés, nombre de morts, va crescendo. Mais aussi la complexification de l'insécurité. On n'a plus un seul acteur. Au début, on se demandait qui sont ces acteurs, qui sont ces terroristes qui nous attaquent, ainsi de suite. Il y a un rapport de décembre 2018 de Free Afrique qui indique en gros une section sur ça. Mais aujourd'hui, on voit très bien que les acteurs de la violence, dans les acteurs de la violence, il faut désormais inclure les corps légaux. Et nous, on le dit depuis 2014 au moins là-dessus. En fait, depuis 2016, dans un travail qu'on avait fait. Dans les acteurs de la violence, il y a des accusations très sévères contre nos forces de défense et de sécurité.
Et dans les acteurs de la violence, il y a les nouveaux volontaires pour la patrie. Donc, il y a cette complexification. Et dans la complexification, le dernier acteur qui nous inquiète, c'est ces sortes de vindictes communautaires, de représailles communautaires, dont plusieurs populations ont été victimes, dont majoritairement des peuples ont été victimes, dont des gourmatiens ont été victimes, pour donner un ordre très clair aux victimes. Qui font qu'on se dit, ok, on est dans une situation, la fréquence augmente, la sévérité augmente, la crise devient plus complexe, mais aussi la géographie s'est étendue. On a, à un moment donné, il y avait un épicentre, c'était le Sahel, c'était le Soum. Et puis ça a été le Sahel. Aujourd'hui, il y a au moins 2 épicentres, 2 foyers incandescents, c'est l'Est et le Sahel. Mais on ne peut plus dire aujourd'hui que c'est l'Est et le Sahel qui sont attaqués. Quasiment toutes les régions du pays ont au moins expérimenté des attaques terroristes. Ce qu'on sait noter comme mutation dans la géographie, c'est que l'asymétrie entre les villes principales et l'intérieur du pays se renforce. En d'autres termes, vous avez vu, on a le bonheur que depuis plusieurs trimestres, Ouagadougou n'a plus connu d'attaque terroriste. On touche du bois que ça continue ici. Mais pendant que la capitale semble être plus à l'abri, l'intérieur du pays se dégrade de façon très importante. Et ça a une conséquence importante, à mon avis, sur la capacité du pays à se mobiliser. Parce que, pour dire juste un petit mot sur les causes, mais je n'ai pas fini sur cette première partie, c'est que si vous avez une situation où les lieux de pouvoir, qui sont le pouvoir économique, le pouvoir culturel, le pouvoir intellectuel, le pouvoir politique, sont à Ouagadougou, administratifs sont concentrés à Ouagadougou. Si les lieux de pouvoir ne perçoivent pas la complexification, la montée en intensité, la fréquence des attaques, il va de soi que ce lieu de pouvoir ait une mobilisation plus lente. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il est extrêmement important que les voix de l'intérieur du pays soient entendues, y compris à Ouagadougou. C'est une des causes, me semble-t-il, du blocage. Et vous faites très bien, les 2 maires, de nous indiquer que votre perception de la mobilisation extraordinaire, de l'élan de solidarité extraordinaire vis-à-vis de la crise sanitaire, vous laisse perplexe pour dire, mais pourquoi on n'a pas eu de coronaton, enfin, pourquoi on n'a pas eu de solidarité, de collecte de moyens matériels, financiers, de solidarité aussi importante, organisée par des institutions de l'État, en faveur de ces populations meurtries, en faveur de plus de 800 000 populations déplacées à l'intérieur du pays, en faveur de au moins le 10e de la population burkinabé est dans une détresse humanitaire aujourd'hui. On a plus de 2 millions de personnes qui sont dans une détresse humanitaire. Pourquoi nous n'avons pas eu cette solidarité? Donc, ça, une des explications pour nous, c'est parce que précisément, l'insécurité n'affecte pas de manière uniforme la société. L'intérieur du pays est davantage affecté que les principales villes, Ouagadougou et Bobo, et en conséquence, qui sont les lieux de pouvoir, et en conséquence, la mobilisation des élites, des intellectuels, se fait lente donc vis-à-vis de cela. C'est ce que je voulais dire pour un premier propos, pour montrer donc que, pour nous, la nation est en danger. Il faut avoir le courage de le dire. La nation est en danger parce que son économie est frappée par cette superposition des crises. La nation est en danger parce que le tissu communautaire est en train de se disloquer dans certains endroits de façon extrêmement grave, avec des faits inédits. Il faut se rendre compte d'une chose que nous ne savions peut-être pas, ou peut-être que nous ne savons pas encore de notre pays. Nous pouvions nous regarder comme une relative exception, y compris en Afrique. Il y a très peu de pays qui étaient dans la situation que nous avions il y a quelques années, à savoir que nous étions un pays, il ne faut pas dire que c'était un pays musulman, ce n'était pas un pays chrétien, ce n'était pas un pays animé, avec une sorte de grande mixité religieuse, avec une sorte de grande mixité ethnique, un pays dans lequel les tensions régionales que nous commençons à connaître aujourd'hui étaient de toute autre nature par rapport à ce qu'on connaît en Guinée, par rapport à ce qu'on connaît au Bénin, en Côte d'Ivoire, où le nord et le sud, il y a une cassure très claire. Ce havre de paix relatif du Burkina Faso, on est en train de le perdre. On est dans une situation très claire aujourd'hui où on voit concrètement que des populations, de façon tout à fait légitime. C'est ce qu'elles disent à nos enquêteurs quand on les envoie à l'Est, c'est ce qu'elles disent à nos enquêteurs quand on les envoie au Sahel ou dans le Nord, nous disent, vous, on n'est pas sûr qu'on est dans le même pays avec vous. On n'est pas sûr qu'on est dans le même pays qui s'appelle le Burkina Faso parce qu'on ne voit pas en quoi est-ce que nous sommes burkinabés, on ne se voit pas en quoi est-ce que des réponses de politique économique, de politique publique nous sont favorables. Est-ce que l'un des dangers de cette situation, justement, n'est pas que nous risquons d'assister à une sorte de mouvement d'autodétermination de la part de ces populations qui sont délaissées, il faut le dire? En réalité, je suis étonné
que l'irrédentisme ne soit pas si pressant encore dans l'espace public. Parce que, je vais vous raconter une histoire. On a envoyé des enquêteurs à l'Est. Ça fait en gros 1 année. Et il y a eu des entretiens, on a eu les retours d'entretien, on a essayé de croiser avec d'autres enquêteurs tellement nous étions battus par les réponses. Quelle était la question? La question est de dire, à votre avis, pourquoi les terroristes ont pu s'installer à l'Est? Et l'interlocuteur de lui, non, de dire à notre enquêteur, non, ne les appelez pas terroristes. C'est vous qui venez de Ouagadougou qui les appelez terroristes. Parce que nous, on observe ceci, que depuis qu'ils sont là, nous avons accès à la forêt de nos ancêtres, dont l'exploitation nous était interdite. Nous avons accès aux trous de mines d'or artisanales pour les exploiter et nous avons la paix. On sait très bien que c'est une offensive de charme de ces terroristes. On sait très bien qu'y compris les populations qui nous ont pu nous faire cette réponse, peut-être que 6 mois après, si on les rencontrait, on était dans autre chose. Et elle nous disait, c'est vous qui arrivez de Ouagadougou qui les appelez terroristes. On nous a dit dans des régions, dans des localités à l'Est, que nous regardons les terroristes comme étant des libérateurs. Pourquoi? Parce que, je vais donner quelques statistiques sur cette région de l'Est. La région de l'Est, c'est 17% du territoire national. Si vous regardez les statistiques, c'est la 2e région la moins servie en termes de routes bitumées. La première étant le Sahel. La région de l'Est et la région du Sahel sont les 2 régions les plus désertes en termes d'infrastructures sanitaires. La région du Sahel comme la région de l'Est sont les 2 régions où le nombre d'habitants pour un médecin est le plus élevé. Donc c'est dire qu'il y a des réalités objectives qui peuvent alimenter ce sentiment des populations qu'elles n'appartiennent pas au même pays. Moi, nos bureaux sont à Ouagadougou, vous savez où sont nos bureaux. Je vois des bitumes qu'on est en train de reprendre, qui sont dégradés certes, mais qu'on est en train de reprendre. Mais je vois aussi que pendant cette saison pluvieuse, il y a des localités où des élèves n'iront pas à l'école, même si l'école n'était pas arrêtée, parce qu'à partir du moment où on a la première pluie, il y a des localités qui sont isolées du pays. Il y a des localités où il faut attendre plusieurs mois pour être reconnecté aux autres parties du pays. Donc, cette réalité, vous avez tout à fait raison, fait qu'il faut craindre un délitement national. Et d'où le thème de notre conférence de ce soir, c'est de dire comment on fait nation, comment on arrive à remobiliser l'élan national dans cette situation. Merci, docteur. Mais je ne vais pas intervenir sur les causes. Je ne vais pas finir sur les causes. Je veux dire une chose très importante sur les causes, qui est qu'en arrière-plan de tout ça, on oublie une double chose, qui est en fait une injustice qui est faite au pays du Sahel. La première, c'est que si on se pose la question, mais pourquoi ce n'est que maintenant que ça explose dans cette partie du monde? C'est une très bonne question. Ce n'est pas simplement ce que je viens d'indiquer, que les politiques économiques, les politiques publiques d'infrastructure ont créé des déserts de république. Ce n'est pas cela. C'est aussi, on le sait tous, qu'en 2011, la crise en Libye a libéré des armes, des arsenaux de guerre, des combattants qui sont descendus dans le sud, donc vers le Mali, vers le Sahel, et ont déstabilisé la région. Ça, c'est une première. Et ce n'est pas, la crise au Mali n'est pas la responsabilité de nos États. Donc il faut le reconnaître. Il ne faut pas tomber dans l'histoire et dire que comme c'est ainsi, donc c'est la France, c'est les États-Unis le problème, mais il faut reconnaître ça, première chose. Mais la deuxième chose qu'on oublie bien plus souvent, c'est celle qui est relative au climat. Nous sommes dans une géographie qui est très fragile, dans une géographie qui, mondialement, est l'une de celles qui paient le plus lourd tribut au changement climatique. Les effets du changement climatique font que nos éleveurs sont perdus, nos agriculteurs sont perdus, ils ne voient plus le cycle agricole, ils ne comprennent plus le cycle pastoral, et en conséquence, puisque c'est des régions également où le taux de natalité est élevé, on a 2 phénomènes qui se croisent, les ressources environnementales se réduisent, la démographie explose, donc la concurrence pour les maigres ressources devient plus âpre. Et comme la concurrence devient âpre, eh bien, elle peut conduire à la conflictualité. C'est extrêmement important parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir les massacres au Soudan sans ça en termes de fonds. Parce que je rappelle que le Soudan, c'est le Sahel de l'Est. Vous ne pouvez pas avoir des situations aussi dramatiques de conflits éleveurs-agriculteurs si vous ne voyez pas les effets de ces conséquences, de ces changements climatiques. Donc, c'est des pays qui sont affectés par cette double injustice. Ça veut dire donc que la réponse à la crise ne doit pas ignorer cet effet de la productivité agricole, de l'organisation du secteur agricole et pastoral. Parce que, comme l'a si bien justement rappelé le député maire de Dori, nous sommes dans une situation où la majorité des populations, elles ne sont pas dans les services, c'est d'abord des agriculteurs dans notre pays, des agriculteurs, des éleveurs. Donc si vous n'êtes pas en capacité de moderniser leur secteur économique
pour qu'ils puissent se déployer et avoir une productivité qui marche. Je dis là un terme technique. Regardez ceci. Sur les 40 dernières années, ce qu'on appelle la productivité, en d'autres termes, c'est qu'on tire d'une heure de travail. Ce qu'on tire d'une heure de travail dans l'agriculture et dans l'élevage a stagné depuis 40 ans. Donc, quand la productivité n'augmente pas, si vous voulez augmenter la production parce que la population augmente, vous avez une seule chose à faire, c'est d'étendre les espaces. Et comme l'espace est devenu rare, vous êtes dans une situation où cette concurrence est mortifère. Et donc, en conséquence, la réponse sécuritaire, la réponse à l'ensemble de ces crises doit être une réponse où l'État amène des possibilités de nourrir les économies locales pour qu'on ne cherche pas la paix qui est illusoire, mais qu'on cherche la paix de développement. Parce que la vraie paix va s'incruster, va se nouer dans les dynamiques socio-économiques de prospérité qu'on aura construites. Merci bien, docteur Rassapouga. Nous allons nous tourner vers Fidèle Rouba. Le diagnostic est fait, et le docteur l'a dit, il lui va de la survie même de notre pays en tant que nation. Aussi, comment dans cet ordre-là, dans une localité comme la vôtre, comment arriver à mobiliser les gens? Qui doit faire quoi pour essayer de refaire Burkina Faso? Si nous nous situons dans une perspective, qu'est-ce que vous attendez au niveau local et bien plus au niveau national? La question de la mobilisation des populations incombe à tout le monde. Il n'y a pas que seulement nous qui sommes les premiers responsables de ces localités. Je pense que c'est une question, comme on l'a dit, je le disais tout à l'heure, c'est une question nationale. Et il faut qu'on aille vers la mise en place de cadres, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national, pour que chacun de nous, qu'on puisse se parler. Qu'on puisse se parler. Et c'est en cela que nous avons des leaders communautaires. Ces leaders communautaires, ça peut être des chefs religieux, des chefs traditionnels, et même nous avons des associations de SC qui sont très bien écoutées, ou bien des personnes de ressources qui ont un certain leadership, qui peuvent ensemble avec comment on appelle ça, ces premiers responsables de collectivités ou je ne sais pas moi, même que ce soit au niveau local ou régional, que l'on puisse s'asseoir ensemble et trouver des voies et moyens pour se parler et afin de sortir de cette crise. Parce qu'il a dit tout à l'heure, le docteur, nous sommes en train d'aller de tendre vers des conflits communautaires. Et il faut dire que ces conflits communautaires, même avant cette crise sécuritaire, existaient. Parce que pour des questions de terrain, comme vous l'avez dit, donc conflit agriculteurs-éleveurs, ça a toujours existé. Et aussi, même entre agriculteurs, parce que pour des questions de surface cultivable, voilà, donc ça fait que nous avons assisté à certains moments à beaucoup de conflits communautaires qui ont même coûté la vie à des personnes. Et il a fallu aussi, à ces occasions, que des personnes, des leaders, se mettent au devant pour que l'on puisse ensemble résoudre ces problèmes-là. Donc je pense que dans notre situation actuelle, celle donc liée à l'insécurité, pour ça également, il faut qu'ensemble, que tout un chacun se dise, ce problème, c'est le mien. Que l'on ne dise pas aujourd'hui, écoutez, bon, le docteur l'a dit tantôt, nous sommes à Ouagadougou, bon, les Sahel est là-bas, ils sont au Sahel, ils sont à l'Est, ils sont, c'est pas moi, dans la boucle du monde, c'est leur problème à eux. Non, c'est notre problème. Voilà. Donc, toute personne qui sait qu'elle peut être utile au retour de cette paix, au retour
C'est-à-dire à mettre en place ces cadres pour qu'on puisse ensemble travailler pour ramener la paix, la sécurité, vraiment pour que l'on ramène, comme on appelle ça, un havre de paix dans notre pays, pour un mieux vivre ensemble. Je crois que toute personne qui est capable de le faire devra, en tout cas, mettre la main dans la pâte. Là, je parle perso. Se mettre ensemble, se parler, ça ressemble à de vieilles recettes on nous a toujours sérinées, il faut que l'on se parle, il faut que l'on s'entende. Vous, quand vous remontez au niveau central à Ouagadougou ou dans vos fêtières telles que l'association des maires du Burkina, est-ce que vous exposez ces questions-là ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une oreille qui entend ce que vous dites? Je crois qu'en principe, dans le mois de mai, il devrait y avoir les journées des communes à Tinkodo, mais compte tenu de justement la Covid, on n'a pas pu tenir ces journées-là. Peut-être que ça pouvait être une aubaine pour que les maires puissent parler effectivement de cette question sécuritaire. Parce que beaucoup de communes ont été affectées. Le maire de Dori l'a dit tout à l'heure. Nous avons connu une régression, une baisse de nos ressources propres, compte tenu des questions sécuritaires, parce que déjà, la question de la Covid, oui, dans le cadre de la Covid, on avait dit de fermer les marchés, mais il faut dire que dans les zones d'insécurité, les marchés étaient déjà fermés, parce qu'il y a des marchés qui ne fonctionnent plus. Et pour ce qui est de la région de l'Est, vous savez que ça fait plus d'1 an et demi que la région de l'Est est dans un couvre-feu, sous couvre-feu, suite à l'état d'urgence qui a été décrété au niveau de cette région-là. Donc, ce qui impacte effectivement les questions économiques. Donc, du coup, les recettes propres des collectivités et au même moment, les besoins sont là. Les besoins sont là parce que il y a quand même ces crises humanitaires qu'il faut, parce que les personnes déplacées, il faut les assister. Il faut les assister. On les assiste avec quoi? Au niveau des communes, il n'y a pas de possibilité, parce que nous n'avons plus de recettes, nous n'avons plus assez de moyens pour le faire. Donc, on est obligé d'aller vers les organisations humanitaires qui viennent, par moment, soutenir ces populations déplacées. Voilà. Donc, je crois qu'à ce niveau, il est temps pour nous, en tant que élus locaux, que l'on puisse, au sein effectivement de cette fêtière-là, discuter de ces questions d'insécurité pour voir comment est-ce que cela peut être pris en compte pour qu'on puisse également bénéficier d'un accompagnement. Parce que pour la question effectivement de la Covid, il y a eu un accompagnement, voilà, de la part de l'État et tout pour qu'on puisse... Mais on souhaiterait également avoir aussi un accompagnement dans le cadre de cette insécurité pour nous permettre d'aller de l'avant et pouvoir mener certaines activités. Maintenant, nous nous tournons vers M. Aziz Diallo. Dans cette situation du Burkina où l'on a l'impression que chacun est campé sur ses agendas propres, personnels, sans aucune vision de la nation, au moment où malheureusement les communautés s'entretuent, il faut le dire, comment on peut faire nation? Qui doit faire quoi exactement? Moi, je souscris entièrement aux propos du maire de Kanchari. Mais pour ne pas être très long, il faut que tout le monde s'assume. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que chacun ait conscience de ses responsabilités et qu'il les assume. Et qu'on arrête de jouer à cache-cache. Jouer à cache-cache, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, tu sais ce qui est incombe à toi. En tant que collectivité, tu sais ce qui est incombe à toi. En tant que société civile, tu sais ce qui est incombe à toi. En tant qu'État central, tu sais ce qui est incombe à toi. En tant que force évaluée, tu sais ce qui est incombe. Chacun n'a qu'à assumer ses responsabilités. Par exemple, bon, je veux dire, aujourd'hui, la situation que nous vivons, moi je ne peux pas dissocier la question du développement et les questions de sécurité.
Mais qu'est-ce que vous voulez que les communes fassent? Il l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de maires qui ne peuvent même plus vivre dans leur commune. Moi, je sais parce qu'il y a beaucoup qui sont même réfugiés à Dori, il y en a qui sont même réfugiés à Djibo, il y en a qui sont réfugiés ailleurs. Donc si ces personnes-là qui sont censées porter l'agenda de développement ou de la cohésion sociale sont absents des villages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Les populations n'ont plus personne vers qui se tourner. Si les conseillers municipaux sont obligés d'aller fuir pour sécuriser leur vie, leur famille, personne ne peut leur en vouloir pour cela. Des mairies qui ont été attaquées, qui ont été brûlées. Et jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. Ces maires ont dû aller se réfugier ailleurs. Et ça n'a pas changé depuis un bout de temps. Il y a même des maires qui ont été enlevés pour lesquels on n'a aucune nouvelle. Il y a le maire de Gorgadi, il y a le maire de Marcoy qui ont été enlevés. Il y a même un maire qui a été tué, et des préfets qui ont été tués, ainsi de suite. Mais avec une situation pareille, comment est-ce que vous voulez qu'une commune puisse porter un agenda de développement ou même de stabilisation? Je ne parle même pas de développement, de stabilisation de ces espaces-là. Aujourd'hui même, mais pour ceux qui sont encore chez eux, qui peuvent encore travailler, on pense beaucoup aux autres qui traversent vraiment des périodes très difficiles. Moi, il y a des maires, quand je les rencontre, c'est à peine si les larmes ne coulent pas de leurs yeux. Parce qu'ils ne sont pas venus ici juste pour avoir un titre de maire. C'est des gens qui sont de nature très proche de leur population, qui veulent travailler et qui ne sont pas fatalistes. Mais à moins que maintenant vous commencez à dire à tous les maires maintenant de prendre des armes et puis chacun n'a qu'à être responsable de sa sécurité. Non, l'idée ici, ce n'est pas seulement que de mettre tout sur la responsabilité des maires. Et vous l'avez dit ici, on ne peut pas dissocier cette question de sécurité avec des questions de développement. L'agenda le plus immédiat pour nous au Burkina ici, c'est novembre 2020 pour des élections. Est-ce que vous, parce que vous êtes aussi député, vous êtes un représentant national, est-ce que vous avez l'impression que cette question de la sécurité en lien avec le développement fera objet des programmes politiques? Est-ce que c'est sur cela que les états-majors politiques réfléchissent? Sans paraître un peu comme la brebis galeuse, ces programmes politiques-là, quand vous les lisez, il n'y a rien à redire. Hein? C'est des éminentes personnalités qui s'asseyent, qui les écrivent. Mais il y a une dislocation flagrante entre ces programmes et la réalité sur le terrain. Je vais insister un peu sur un point, sur la décentralisation. Parce que pour moi, la décentralisation, non seulement ça a un impact au niveau sécuritaire, mais aussi un impact au niveau du développement. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons 4% des ressources de l'État central qui sont transférées aux collectivités. 4%. On a un PNDS qui était très bien écrit, qui envisageait au bout du PNDS d'arriver à 15%. Ce qui était déjà très bien. Mais à cause de la question sécuritaire, la question de transfert de ressources, au mépris parfois de certains décrets qui sont signés, a été relayé au second plan. 4%. Quand je prends un pays comme l'Ouganda, ils sont à 19%. Un pays comme l'Afrique du Sud, ils sont à 40 et quelques % de transfert de ressources. Donc, les problématiques sont là. Le docteur a parlé tout à l'heure des problèmes liés au changement climatique. Ça, notre premier terrorisme, c'est les changements climatiques. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été très bien mentionné ici. À cause de ces changements climatiques, vous avez cette raréfaction des ressources agricoles, des ressources en eau. L'eau est toujours un grand problème. L'eau pour la consommation domestique, l'eau pour les activités économiques, dans une zone, comme on a dit, de plus de 80% qui dépendent de l'économie de l'élevage, s'il n'y a pas d'eau. Les pluies sont de plus en plus rares, elles sont imprévisibles, les points d'eau tarissent, la nappe phréatique ne fait que chuter. À l'époque, quand vous creusez 75 mètres, 80 mètres, vous arrivez à la nappe phréatique, vous avez de l'eau. Mais aujourd'hui, il faut aller à 105 mètres, 110 mètres. Ce qui demande encore beaucoup plus de ressources pour pouvoir avoir accès. Aujourd'hui, pour avoir un forage dans la région du Sahel, si vous n'avez pas 6 millions, vous ne commencez pas. 6 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour une commune. Surtout pour un budget de commune, parce qu'on a soi-disant décentralisé. Mais je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises, on a décentralisé les problèmes, on n'a pas décentralisé les solutions. Est-ce qu'il faut, dans ce cas de figure,
désespérés du Burkina? Il ne faut pas désespérer, mais comme je dis, il faut que tout le monde s'assume. Il faut qu'il y ait ce dialogue franc et que chacun prenne ses responsabilités. Les communes ont des responsabilités. Les chefs coutumiers religieux ont les responsabilités. L'État central a ses responsabilités. Mais si un d'entre eux fuit sa responsabilité, tout le maillon tombe. Si vous avez toutes les bonnes intentions, qu'est-ce que vous pouvez faire? Aujourd'hui, ne serait-ce que le moindre petit investissement que vous voulez réaliser dans une commune, et ça demande des millions. Mais d'où cet argent va venir? Vous avez certaines communes quand même qui ont la chance avec des ressources naturelles et puis avec le Fonds minier de développement local. Voilà. Elles sont, on peut dire, les communes bénies de notre pays. Mais les autres, juste à côté, vous avez d'autres communes. C'est la croix et la bannière. L'impact, puis, avec ce faible taux de décentralisation, de transfert de ressources vers les collectivités, vous avez des secteurs clés qui n'arrivent pas, où vous ne pouvez pas réaliser les investissements qu'il faut. Je vous donne un exemple. Au niveau de la commune de Dori, nous avons 78 villages et 8 secteurs. Nous avons 126 000 habitants à peu près. Et en termes de, par exemple, si on prend le secteur de la santé, les ressources qui sont transférées du budget de cette année pour l'achat des médicaments, pour ces 126 000 personnes, on a à peu près 1,5 million. 1,5 million pour acheter, pour l'achat des médicaments. On a décrété la gratuité. Les mesures qui devaient venir accompagner la gratuité tardent à venir. Donc beaucoup de postes de santé, rien que au niveau, par exemple, du district de Dori, à ce que je sache, moi je suis très pour la gratuité. La gratuité, les mesures de gratuité, moi je suis très favorable à cela. Moi je pense que c'est une très très bonne politique. Il faut rendre grâce à qui de droit pour avoir pris cette décision qui est très courageuse. Mais les mesures d'accompagnement de cette gratuité tardent à se mettre en place. Donc finalement, ça crée plus de difficultés que de résoudre les problèmes existentiels. Donc ça, c'est le secteur de la santé, mais je pourrais vous parler du secteur de l'eau. Nous, par exemple, au niveau de la commune, on est obligé de beaucoup dépendre, comme beaucoup d'autres communes, de la coopération décentralisée. À Dori, c'est 20% de notre budget qui dépend de la coopération décentralisée. Et quand tu regardes, le budget de la commune est à peu près dans les 900 millions. 20% de nos ressources viennent de la coopération décentralisée. Et quand vous regardez le pourcentage, j'ai parlé tout à l'heure des mobilisations de ressources propres qui chutent, mais aujourd'hui, dans notre budget supplémentaire, on est obligé de revoir cela à la baisse. J'ai eu une séance de travail la semaine dernière avec les techniciens de la mairie. On dit que voilà, on est obligé de revoir les recettes là à la baisse pour notre budget supplémentaire, parce que les ressources ne rentrent pas. On n'a pas le choix. Certains investissements, on est obligé de les annuler. On est obligé de réorienter ces investissements-là, mais ce qu'on fait, c'est loin d'être suffisant, si vous voulez. Je parle encore une fois, je ne parle pas de développement, je parle même de stabiliser. Si vous regardez par exemple les questions d'eau, les jeunes dans la région qui veulent s'adonner à leurs activités traditionnelles dans le domaine de l'élevage, de l'embouche bovine et du commerce de bétail, tu peux leur demander de faire des efforts, mais tu ne peux pas leur demander de trouver de l'eau. Où est-ce que tu veux qu'ils aillent trouver de l'eau? Tu ne peux pas leur demander de sortir des pelles et de creuser jusqu'à arriver à la nappe phréatique pour avoir accès à l'eau pour la production pastorale ou la production maraîchère. Ça, ils sont en droit d'attendre cela des collectivités et de l'État central. Mais malheureusement, malgré les efforts, je sais que les efforts sont consentis, malgré ces efforts-là, on est loin du but. Et ces efforts ne sont pas égaux par rapport à la menace, par rapport aux besoins. Il y a une inadéquation entre ces efforts et les besoins réels. Et tant qu'on ne va pas s'en occuper comme il faut, la sécurité sera toujours illusoire. C'est toujours illusoire. Ces jeunes-là, aucun jeune, moi je peux le dire, aucun jeune n'a pris les armes par plaisir. Mais quelqu'un qui est là, qui ne voit rien, qui n'a aucune perspective, qui ne voit rien à l'horizon. Et si vous avez des groupes terroristes qui arrivent à mobiliser des ressources, Dieu seul sait d'où, et qui viennent, qui leur donnent 200 000 francs, 300 000 francs, qui achètent une moto pour eux. Ce type-là, qu'est-ce que tu vas aller sortir comme argument pour dire non, on ne va pas prendre cet argent, il faut croire à la nation, il faut croire à la République, il faut rester dans la République. La République, si la République ne le nourrit pas, n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille, la pression sociale même. Parce que dès que vous avez 20 ans, 25 ans, les parents s'attendent à ce que vous preniez des responsabilités. Comment il fait pour les assumer?
à moins que vous lui demandez d'être voleur. Et même quand il va devenir voleur, bientôt il n'y aura plus rien à voler. Mais il est obligé d'aller suivre il est tenté, pas qu'il est obligé, mais il est tenté d'aller suivre ces gens-là seulement parce que c'est la seule opportunité économique qu'il a sous la main. C'est tout.